17 juin 1940. Depuis 5 semaines, la France subit une défaite militaire sans précédent. Le 10 mai, les armées allemandes ont lancé leur offensive à travers les Ardennes. En quelques jours, les blindés de la Wehrmacht atteignent la Manche. Le front allié s'effondre. Le 14 juin, Paris est occupé. 8 millions de civils français fuient sur les routes. À Bordeaux, le gouvernement est au bord de la rupture. À 12h30, ce 17 juin 1940, le nouveau président du Conseil, le maréchal Philippe Pétain, prend la parole. J'exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Pour beaucoup de Français, la guerre est terminée. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Les combats continueront encore pendant 8 jours. Des milliers d'hommes mourront après ce discours et l'arrêt des combats demandé par Pétain entraînera la captivité d'1 800 000 soldats français. Alors une question demeure. La France a-t-elle perdu la guerre ou seulement une bataille? Depuis la percée de Sedan, la Wehrmacht a remporté une victoire stratégique exceptionnelle. En quelques jours, les blindés allemands ont atteint la Manche. Les meilleures armées françaises, britanniques et belges ont été isolées dans le nord. L'aviation allemande domine le ciel. Les communications sont désorganisées. Une grande partie du potentiel industriel du pays est à l'arrêt total. Le choc est immense. La bataille de France est pratiquement perdue. Aucun historien sérieux ne conteste aujourd'hui ce diagnostic, d'autant que l'Exode avait jeté 10 millions de Belges, de Luxembourgeois et de Français sur les routes. Une sorte de folie s'était emparée du pays à la fin du mois de mai. 26 départements du Nord n'avaient plus de gendarmes. Certains préfets, certains maires s'étaient enfuis avec armes et bagages et avaient abandonné leurs administrés. Les pillages, la violence, le chacun pour soi régnaient en maître. 90 000 enfants se perdaient sur les routes de France. D'autres voyaient leur père, leur mère mourir sous leurs yeux. Entre le 11 et le 13 juin, Paris s'est vidé d'une partie de ses habitants. Et c'est dans une ville ouverte que rentrent les troupes allemandes le 14 juin. Mais une autre idée reçue mérite d'être corrigée. Au 17 juin, l'armée française n'a pas disparu. Près de 2 millions de soldats sont encore sous les armes. Les combats se poursuivent sur la Loire, dans le centre et dans l'Est. Dans les Alpes, par exemple, les troupes françaises tiennent toujours solidement leur position face à l'armée italienne entrée en guerre opportunément le 10 juin. À plusieurs endroits, les offensives italiennes sont même repoussées. Militairement, la situation est désespérée, mais elle n'est pas encore totalement effondrée. Certes, les pertes françaises sont terribles. À la fin de la campagne, la France comptera environ 60 000 morts et plus de 120 000 blessés. Mais la Marine nationale, 4e flotte du monde, avec ses 200 bâtiments de combat, demeure pratiquement intacte. Les centaines de milliers de kilomètres carrés de l'empire colonial restent sous souveraineté française. Plus de 600 000 hommes y sont encore mobilisables. La bataille est donc loin d'être terminée. La véritable question n'est donc pas de savoir si la France dispose encore de soldats. Elle en possède. La question est ailleurs. Peut-elle encore gagner? Continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord est techniquement possible. Plusieurs responsables politiques y croient. Mais cette solution, envisagée tardivement, implique l'abandon immédiat de la métropole. Elle suppose aussi de transporter le gouvernement, les administrations, les militaires et les moyens industriels vers l'autre rive de la Méditerranée. Surtout, personne ne peut garantir que cette guerre prolongée conduira un jour à la victoire. En juin 1940, les États-Unis sont neutres. L'Union soviétique est encore liée à l'Allemagne par le pacte germano-soviétique. Le Royaume-Uni semble isolé. Pour les partisans de l'armistice, poursuivre le combat revient à prolonger inutilement une guerre déjà perdue. Pour leurs adversaires, l'armistice signifie sortir définitivement du conflit.
À Bordeaux, où s'est réfugié le gouvernement français, ce sont finalement deux visions de l'avenir qui s'affrontent. Pour Philippe Pétain, la guerre est devenue sans issue. La métropole est perdue. L'armée recule, la population souffre. L'arrêt des combats, alors que la France s'était engagée à ne pas conclure de paix séparée, apparaît comme le seul moyen d'éviter un désastre plus grand encore. Mais d'autres responsables pensent différemment. Paul Reynaud, Georges Mandel et surtout Charles de Gaulle. Depuis plusieurs années, de Gaulle développe une réflexion originale sur la guerre moderne. Pour lui, les conflits du XXe siècle ne se gagnent plus seulement sur les champs de bataille, ils se gagnent dans les usines, dans les chantiers navals, dans les raffineries, dans la capacité industrielle des nations. Dès mai 1940, alors que la campagne de France fait rage, il affirme que la supériorité industrielle des Alliés finira par l'emporter. Pour De Gaulle, perdre Paris n'est pas nécessairement perdre la guerre. Le 17 juin 1940, Philippe Pétain regarde la carte de France. Charles de Gaulle, lui, regarde déjà la carte du monde. La métropole peut tomber, mais l'Empire français existe toujours. L'Afrique du Nord demeure intacte. La flotte française contrôle encore ses bases. La Grande-Bretagne poursuit le combat et surtout, les immenses ressources industrielles américaines restent potentiellement disponibles. Aujourd'hui, cette analyse semble évidente, mais au mois de juin 1940, elle paraît presque irréaliste. Pour beaucoup, la victoire allemande paraît inévitable. Pourtant, au même moment, les Britanniques envisagent eux aussi le pire. Churchill fait transférer des réserves stratégiques outre-Atlantique. Des plans de continuité gouvernementale sont étudiés. Si nécessaire, l'Empire britannique pourrait poursuivre la guerre depuis le Canada. L'idée n'est donc pas absurde. Elle est même déjà sérieusement envisagée à Londres. Churchill considère que l'armée allemande n'est pas invincible, et il a raison. L'un des aspects les plus méconnus de la campagne de France concerne les pertes allemandes. Dans l'imaginaire collectif, la victoire allemande semble facile. Les chiffres racontent pourtant une autre histoire. Entre le 10 mai et le 25 juin 1940, l'Allemagne perd environ 30 000 hommes tués, plus 115 000 blessés. Des milliers de véhicules sont détruits ou immobilisés, dont plus de 700 chars et 1236 avions. Certes, la Wehrmacht sort victorieuse de l'affrontement, mais elle en sort également éprouvée. Ces pertes ne remettent donc pas en cause la victoire allemande. Berlin a toujours l'initiative. Mais elle rappelle toutefois une réalité essentielle. L'Allemagne n'est pas invincible et la guerre est très loin d'être terminée. Le 17 juin 1940, la France n'est donc pas une nation sans armée. Des centaines de milliers de soldats combattent encore. La flotte est intacte, l'Empire existe toujours. Mais le recours aux 600 000 hommes des colonies n'a pas été envisagé. La défaite stratégique est donc déjà consommée. La question n'est plus seulement militaire, elle est devenue politique. Au fond, le débat de juin 1940 ne portait pas sur la possibilité de sauver la métropole. Elle était probablement condamnée. Le débat portait sur une autre question. Fallait-il accepter la défaite de la France ou seulement de perdre la bataille de la campagne de France? L'histoire a finalement apporté une réponse paradoxale. Le gouvernement français de Philippe Pétain refuse en juin 1940 de poursuivre la guerre depuis l'Empire. Pourtant, à partir de 1942, c'est précisément l'Empire qui deviendra la principale base du retour de la France dans la guerre. Pétain voulait sauver ce qui restait de la France en quittant la guerre. De Gaulle voulait sauver la place de la France dans la guerre, quitte à perdre temporairement son territoire métropolitain. Entre ces deux paris, l'histoire a montré qu'en 1940, la perte de la métropole n'empêchait pas nécessairement la poursuite du combat. Ce que le discours de Pétain rend impossible, ce n'est pas la poursuite de la guerre. C'est la poursuite de la guerre depuis la métropole. Ce 17 juin 1940, le gouvernement préparait déjà les conditions de l'armistice qui devait intervenir le 22 juin suivant.